La responsabilité de tous ces 68 arts qui ont imposé l'interdiction d'interdire, y compris les rapports sexuels entre majeurs et mineurs. J'ai été mis en cause par le pédophile Cohn-Bendit. Il y a eu la pétition signée par Sartre, par Aragon, par Kouchner, par tout le monde, en disant « Mais oui, mais écoutez, la sexualité pour les moins de 15 ans et autres, ça doit être admis. » Je n'utiliserai pas, en ce qui me concerne, le terme de laxisme. Je dirais qu'une fraction de cette génération, en développant un discours de libération à l'endroit de la sexualité, a ouvert en quelque sorte la porte pour tous ceux qui revendiquaient la possibilité d'avoir des relations sexuelles avec des enfants, leur a donc donné en quelque sorte la permission de s'exprimer. Il y a d'abord la reconnaissance de la sexualité et de l'importance de la sexualité tout court, qui permet du coup à un certain nombre de représentants des sexualités dites alternatives, c'est-à-dire de sexualité non hétéronormée, non reproductrice, de s'exprimer et de revendiquer un certain nombre de choses, en particulier une égalité devant la loi. Cette possibilité qui va fournir l'occasion à ceux qui se dénomment eux-mêmes des pédophiles de s'engouffrer en quelque sorte dans cette brèche en disant nous aussi nous demandons pour nous et pour les enfants et au nom de la liberté sexuelle des enfants un certain nombre de choses. C'est exactement ça, et ça part de la création au tout début des années 70 du Front homosexuel d'action révolutionnaire, auquel viennent s'arrimer un certain nombre d'individus qui disent nous qui sommes pédophiles, nous qui nous reconnaissons dans une identité sexuelle pédophile, nous menons en fait le même combat, et un combat pour l'égalité des uns et des autres devant la loi. Ils attaquent un alinéa qui a été ajouté au code pénal sous Vichy, puis qui a été confirmé à la Libération, et qui effectivement établit une inégalité de fait en ce qui concerne la répression des relations sexuelles entre un adulte et un mineur lorsque ces relations sont homosexuelles. Donc là, il y a au départ, disons, une convergence d'intérêts. Le phare va très rapidement se désolidariser de ces revendications pédophiles en jugeant à raison que ça n'est pas exactement du même ordre et qu'il ne s'agit pas des mêmes choses. Néanmoins, la dynamique est lancée, et c'est ainsi qu'on voit des intellectuels diffuser ce discours de la libération, un discours aussi d'interrogation quant à ce qu'est l'enfance. La question, c'est les mineurs ont-ils droit au désir? Et la réponse qu'ils apportent à ça, évidemment, c'est oui. C'est un discours, beaucoup plus qu'un mouvement, qui est porté par un certain nombre d'intellectuels qui, eux, ont pignon sur rue. Il ne faut pas oublier que Gabriel Matzneff avait une chronique au Monde. Lui-même, Duvert, était très très régulièrement publié dans les colonnes de Libération. Ce sont des intellectuels, ce sont des écrivains, et c'est à ce titre-là, parce qu'ils portent un discours dit de libération, qu'il rencontre un certain succès auprès d'organes de presse qui se veulent, et qui sont d'ailleurs progressistes, de gauche, et qui essayent de porter un discours différent. Michel Foucault a fait assez régulièrement partie de commissions qui réfléchissaient à une révision du code pénal. Il se méfie de toute législation qui concerne la sexualité, en estimant qu'il y a là une espèce d'intrusion abusive de l'État dans des pratiques, dans des activités qui sont intimes. Ça, c'est probablement une des premières raisons. La deuxième, c'est que lui aussi défend des sexualités non hétéronormées et non reproductrices. Et puis, cette question du désir de l'enfant, de ce qu'est l'enfant, c'est vraiment un objet de réflexion pendant toute la période. Alors, le paradoxe, c'est que quand Michel Foucault dit il faut interroger les enfants, il faut leur donner la parole, eux seuls sont capables de répondre finalement à ces questions. D'abord, ils se trouvent en contradiction avec Ockenghem, avec René Scherrer, avec Duvert, avec Matzneff, qui jamais ne donnent la parole aux enfants, il n'en est pas question. Ils invoquent le caractère impossible, en quelque sorte, du dialogue avec l'enfant, et le caractère même inutile du dialogue avec l'enfant. Personne à ce moment-là ne se préoccupe de donner la parole aux enfants. Et d'autant moins que
ils estiment que la notion de consentement chez l'enfant est une notion piégée. Et que donc un enfant, certes, peut dire qu'il est consentant, mais que ça ne veut pas dire qu'il l'a été pleinement, parce qu'en réalité, le consentement chez un enfant, ça n'a pas le même sens que chez un adulte. C'est pour ça que je parle de tour de passe-passe intellectuel, parce qu'on évacue cette notion qui est évidemment centrale dans le droit. Or, le code pénal avait bien prévu qu'un enfant, un mineur de moins de 15 ans, ne saurait consentir, que donc on ne devait pas poser la question du consentement. Ils le sont quand même assez précocement, plus précocement qu'on ne l'a dit parfois. Dès la fin des années 70, on voit un certain nombre de femmes commencer de dénoncer ce discours et mettre l'accent sur tout ce qu'il recèle de mauvaise foi. Je pense évidemment à Leila Sebar en 1978 avec son livre « On tue les petites filles ». Elle y aborde la question de l'inceste et des viols sur mineurs et elle l'aborde bien comme une question de violence, de domination. L'année suivante, c'est Nancy Houston qui, elle, débusque plutôt le masquage littéraire auquel ces intellectuels se sont livrés, disant dans nos têtes la pédophilie comme la violence, c'est de la littérature, c'est Humbert dans Lolita, ce sont les dithyrambiques poèmes à Francesca de Matzneff, ce sont les belles envolées philosophiques de René Scherrer. Elles sont très nettes, simplement elles sont peu entendues, et donc c'est vraiment à partir du milieu des années 1980 qu'on peut repérer un basculement de l'ensemble de la doxa à la faveur de l'invitation lancée à un certain nombre de victimes des violences sexuelles sur les plateaux de la télévision.